Tu m'envoies un message, Damia. Azoul, bonsoir à toutes et à tous. De nouveau, on se retrouve ce soir. Nous sommes le lundi 26 juillet. Il est 19 heures heure française pour une nouvelle rencontre dans le cadre de l'université d'été à Mazir qui se poursuit encore cette semaine avec un riche programme. Ce soir, nous sommes en direct d'Agadir, la capitale de la région Souss Massadra. Et sur place se trouve notre invité. Je pense qu'il nous entend. La connexion doit être bonne. C'est notre ami Abdelkhalak Jayed. Bonsoir, Azoul. Azoul, c'est Mustapha. Merci pour l'invitation. Imen Siwin. Ça va? Très bien. Très bien. Alors, on t'a invité, on t'a demandé de participer à cette université d'été et tu nous as fait une proposition, tu nous as dit, moi je vais vous parler de deux écrivains, Amazir, tu aurais pu parler de toi, puisque, je le rappelle, tu es universitaire et tu es également écrivain. D'accord? Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme, c'est Mustapha. Oui. Bien. Donc, tu es professeur des littératures à l'université d'Agadir et en tant qu'écrivain, tu as publié 4 romans. Bou Aloun, le joueur de tambourin, aux éditions Aïni Benaï à Casablanca. Ensuite, un autre livre intitulé que tu as appelé Embrasement aux éditions L'Harmattan. Et ensuite, un troisième livre, Une histoire marocaine aux éditions Afrique-Orient. Après cette trilogie numide, tu as publié en février 2020 un quatrième roman, L'Enfant d'Igoudi, aux éditions Virgule Édition. Et ensuite, en 2021, ce livre a été suivi d'un autre, Vivre un peu plus, un projet de roman qui a bénéficié d'une résidence d'écriture à Paris-Île-de-France et plus précisément au Centre culturel franco-berbère. Et par ailleurs, tu es poète et tu as écrit un certain nombre d'œuvres. La première, c'est Musique de Pierre, édition L'Harmattan, et Je me nourris de vide pour le songe aux éditions Virgule à Tanger en 2007. Et puis, tu as, dans le domaine de la critique littéraire, tu as publié Écriture de soi et spiritualité et espace de représentation. Est-ce bon? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Mustapha. Tu as enlevé le micro, Mustapha. Je disais, est-ce que cette présentation est complète? Oui. On ne peut plus complète, bien sûr. Elle fait le tour de ce que j'ai fait en termes de travail de création depuis au moment une quinzaine d'années. 4 romans, effectivement, donc, et un 5e en chantier, et 2 recueils de poésie. Et donc, tu enseignes à l'université Ibn Zor d'Agadir. J'enseigne à l'université d'Agadir depuis 1994. J'enseigne la littérature française, la littérature francophone aussi. Voilà. Donc, et je m'intéresse particulièrement, bien sûr, à cette littérature
dites de langue française. Voilà. D'accord, donc tu es spécialisé dans la littérature francophone. Et alors, tu peux nous donner en quelques mots le profil des étudiants qui suivent cet enseignement, qui suivent tes cours? Alors, ce sont principalement des étudiants inscrits au département de langue et de littérature française, filière études françaises. Donc, ils choisissent de préparer donc une licence en 3 ans, hein, donc, dans le domaine donc, des études françaises. Les cours sont principalement axés sur les sciences du langage, la linguistique, la littérature et l'histoire des idées. Donc, il y a au sein, bien sûr, de l'architecture pédagogique, 2 ou 3 modules importants qui portent sur cette littérature dite francophone. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler de ce que je tiens pour 2 figures importantes du roman marocain Amazigh de langue française. Mais avant cela, histoire de vous aider à mieux comprendre l'évolution esthétique de ces 2 écrivains aux caractéristiques différentes, j'aborderai rapidement le contexte sociopolitique de l'émergence de cette littérature marocaine écrite en langue française, ainsi que les étapes de son évolution. Cette littérature, comme chacun sait, a vu le jour dans un contexte historique précis, la colonisation. Et contrairement à ce qu'on avait annoncé hâtivement, elle n'a pas disparu avec l'indépendance. Elle continue d'exister et de se développer encore aujourd'hui. Marc Gontard, un grand spécialiste de cette littérature, distingue 3 périodes dans l'histoire du roman marocain de langue française. Une première étape qu'il appelle la prémodernité, une deuxième serait celle de la modernité et une troisième qu'il appelle la postmodernité. Alors ici, je n'ai pas bien sûr le temps de reprendre l'histoire de cette évolution. Beaucoup de critiques d'universitaires, de chercheurs ont déjà brossé un panorama du roman marocain de langue française, de l'indépendance à la fin de la première décennie du XXIe siècle. On a beaucoup insisté dans ces aperçus historiques sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le contexte sociopolitique de son émergence et les étapes de son évolution, ainsi que de ses grandes caractéristiques, les principales lignes de sa genèse, de son évolution et de sa situation actuelle. Alors, je dirais simplement, pour vous mettre dans le bain et pour commencer, que le roman marocain de langue française est né il y a un peu plus d'un demi-siècle. C'est donc un héritage de la colonisation, la langue et la culture française étant considérées par les fondateurs comme un butin de guerre, selon la célèbre phrase de Kateb Yassine. Alors, le contexte historique et politique dans lequel cette littérature est née est donc celui de la colonisation, de la lutte pour l'indépendance et au bas mot de 4 décennies de combat pour une société libre et juste. Alors, de 1912, année où a commencé le protectorat au Maroc, jusqu'à l'indépendance du pays en 1956, a prévalu plutôt une littérature qu'on pourrait appeler coloniale sur le Maroc et qui donne du pays colonisé une image un peu stéréotypée et même orientaliste, en tout cas idéologiquement orientée. Je pourrais citer ici rapidement Pierre Loti ou encore les frères Tarot. Ahmed Sfreoui est
considéré comme étant le premier Marocain à écrire des romans en français. Il y a reproduit les procédés français traditionnels. Il raconte de manière un peu ethnographique le vécu d'une famille populaire de Fès, en passant presque sous silence la situation coloniale. Alors, parmi ces textes, je citerai La boîte à merveilles, publiée en 1954, ou encore La maison de servitude, Le chapelet d'ambre, hein, ce sont là quelques-uns de ces romans les plus connus. Hamid Sfarewi, bien sûr, va traverser le purgatoire pendant pratiquement un demi-siècle avant d'être réhabilité, notamment par le critique universitaire Marc Gontard et Kalima Yetribi, qui lui a consacré 2 thèses de doctorat. Alors, pourquoi cette indifférence à l'égard des textes de Sfarewi? Les avis convergent, bien sûr, pour avoir tu la réalité politique et sociale au Maroc sous la colonisation, puisque Sfarewi a été pendant très longtemps qualifié, non sans ironie, d'écrivain ethnologique. Le deuxième écrivain qui a marqué de son empreinte indélébile ce qu'il convient d'appeler la première période de l'histoire de cette littérature, c'est Driss Shraibi, avec un premier roman très remarqué, Le Passé simple, qui a fait à sa sortie en 1954 l'effet d'une bombe. Alors, que raconte ce roman? Il raconte la révolte d'un jeune homme marocain issu de l'école française contre ce que son père représentait à l'époque, une société féodale et patriarcale qui étouffe l'individu, qui étouffe la liberté individuelle sous le couvert de la religion. Le sujet principal est celui du conflit entre 2 mondes, entre 2 cultures différentes. La révolte et la dénonciation des ordres oppresseurs continuent dans les romans suivants, Les Boucs, qui dénoncent la condition désastreuse des immigrés en France, ou encore Succession ouverte, qui évoque la même crise identitaire que dans Le Passé simple. Alors cela pour dire que l'identité restera au cœur des préoccupations du romancier marocain dans les œuvres ultérieures, Un ami viendra vous voir, ou encore Mort au Canada, ou La civilisation ma mère. Alors, au lendemain de l'indépendance, on a vu émerger au Maroc un mouvement intellectuel, un mouvement culturel, un mouvement littéraire d'envergure, qui va chercher à contribuer au progrès du pays, tout en rompant avec la période coloniale. La célèbre revue Souffle voit le jour dans ce contexte sociopolitique très bouillonnant, en 1966, et c'est cette revue qui va modeler, façonner le paysage culturel et littéraire du Maroc postcolonial, en faisant un terrain d'engagement et de lutte pour la liberté et la démocratie. Une nouvelle littérature va donc prendre progressivement forme et elle est, selon les mots justes de Marc Gontard, une littérature violente, une littérature subversive. Gontard, justement, parle de la violence du texte, c'est le titre de l'un de ses ouvrages critiques. Les procédés classiques vont être subvertis, la langue de l'autre va être déstructurée, l'imaginaire va prendre de plus en plus de place. D'autre part, les écrivains vont s'engager ouvertement dans les affaires de la cité et œuvrer pour l'avènement d'une société libre et démocratique.
Alors, Souffle a certes joué un grand rôle dans les nouvelles orientations, dans les nouvelles tendances de cette littérature marocaine écrite en français. Et un jeune écrivain du Sud va se faire particulièrement remarquer. C'est Mohamed Khayreddine, qui reste pour beaucoup d'entre nous la figure la plus emblématique de cette génération d'écrivains. Il incarne aussi parfaitement ces caractéristiques. Khayreddine définit quelque part l'écriture comme, je le cite, un crépitement de balles et une montée de hurlements étouffés. C'est nous dire, l'enfant terrible de la littérature marocaine va signer en 1967 un premier roman et il porte assez symboliquement le titre Agadir. Alors rapidement, c'est un roman qui raconte le tremblement de terre qui a durement frappé la ville d'Agadir en 1960. Alors toute l'œuvre de Khayreddine va se construire autour du thème principal de ce roman, c'est-à-dire le thème de la révolte contre la famille, contre la fourberie aussi religieuse. Alors, Corps négatif, qu'il va publier en 1968, Le Déterreur, qui a vu le jour en 1973, sont quelques-uns des textes de Khayreddine de la première phase esthétique de l'écrivain. Et ils incarnent parfaitement une violence iconoclaste conjuguée à une violence de la parole. Le romancier, bien sûr, va créer, va innover, notamment en multipliant les voies narratives. Il va aussi, et c'est l'un de ses grands mérites, il va casser les frontières classiques entre les genres, qu'il va mélanger si savamment les uns aux autres, et de manière, je dirais, si fine, si subtile, qu'on ne sait finalement pas s'il s'agit de récits ou de pièces de théâtre ou de poèmes ou des trois à la fois, je dirais. Alors ceci pour la première étape. Il y a une deuxième étape qui se profile avec le retour d'exil. Donc le retour d'exil va entraîner chez Khayreddine une évolution esthétique assez remarquable, puisque les textes qu'il fait paraître après 1980 enregistrent un retour au récit linéaire. C'est le cas de Légende et vie d'Agounchiche, qui a été publié, si je ne m'abuse, en 1984. Alors, qu'est-ce que l'auteur y raconte, y évoque? Tout simplement par le biais de l'imaginaire, son lieu natal, au travers, bien sûr, de l'histoire épique d'un bandit qui incarne en quelque sorte le Sud rebelle. Alors, c'est un livre qui va marquer, bien sûr, son époque, parce qu'il proclame et revendique très haut l'espace et la culture donc du Sud, la natale Tefraout, plus particulièrement. La culture ancestrale au Khayreddine s'ancre est une aussi culture qui est ouverte sur le monde. Des racines et des ailes qui se déploient pour une identité heureuse, fidèle à elle-même et riche de l'apport, bien sûr, d'autres cultures. Il note d'ailleurs sur la 4e de couverture ceci qui me paraît si essentiel aujourd'hui. Je le cite, « Il est venu tendre l'oreille aux vieux mythes berbères, aux chants légendaires qui circulent entre les oliviers et les eucalyptus. » Fin de citation.
Alors, il était une fois un vieux couple heureux est un roman qui va clore le chapitre de la fiction. Et il l'a fait sortir en 1993. Ça a été reçu par la critique comme étant le roman de l'apaisement, le roman du retour à une certaine sérénité. Le motif, effectivement, de ce roman est la paix retrouvée au bout d'une vie mouvementée, agitée, violente, conflictuelle. C'est aussi, et c'est l'avis de tous ces lecteurs, qu'ils soient d'ailleurs profanes ou avertis, c'est une douce méditation sur le bonheur tel que Khaireddin le conçoit. Je voudrais à ce titre-là évoquer son journal posthume qu'il a appelé « On ne met pas en cage un oiseau pareil ». Alors c'est un journal posthume, un texte pour aller vite, écrit contre la mort, écrit en période de la maladie, qui va donc le terrasser et à laquelle il va succomber en 1995. Alors l'auteur, ce qui fait un petit peu la valeur de ce journal, c'est que Khaireddin va y emmêler, il va y livrer ses réflexions sur la vie, sur l'amitié, sur la littérature aussi. Alors pour moi, qui suis donc à la fois enseignant de littérature et écrivain, je tiens Khaireddin pour un grand écrivain. Pourquoi? Parce que d'abord, il a mis au centre de ses interrogations le sens de la vie, le devenir de l'être. C'est un écrivain qui, malgré tout ce qu'on pourrait penser, qui a su rester à sa façon fidèle à sa culture. Son œuvre, effectivement, matérialise, transpose aussi l'imaginaire de son origine. Alors, pour rester sur l'exemple dernier de ces textes, c'est-à-dire ce journal posthume, on ne met pas en cage un oiseau pareil. Ce journal posthume a le mérite, je disais il y a un instant, de résumer pour nous sa conception de la vie, mais aussi sa conception de l'écriture, puisqu'il va y évoquer pêle-mêle des souvenirs, mais aussi des impressions sur l'art, sur la poésie, sur la critique aussi, sur la critique littéraire, en plus, bien sûr, du regard sans concession qu'il jette sur la vie, mais aussi ce regard émouvant qu'il jette aussi sur l'amitié, sur l'importance des amis. Une grande liberté se dégage des livres de Khaireddin jusqu'à l'article de la mort. Il est resté fidèle à cette culture qui sous-tend son travail de création. Il est resté aussi fidèle à sa nature libre, aucune compromission d'aucun ordre que ce soit. Il procède à un dialogue avec lui-même en vue d'établir une sorte de bilan de cette vie tumultueuse. Il nous offre une espèce de kaléidoscope de vies éclatées, d'itinéraires aussi emmêlés, enchevêtrés, entre ici et ailleurs, le local, l'universel, aujourd'hui et hier. On lui a fait bien sûr l'injuste réputation d'être dans sa première phase esthétique, un écrivain difficile, un écrivain hermétique, mais je pense que pour celui qui sait lire, qui a la patience donc de la lecture, les textes de Khaireddin nous concernent, nous parlent plus que d'autres, car au contraire, ils sont trop proches de nous, c'est-à-dire qu'ils abordent tous l'humaine condition. Alors c'est un écrivain qui
me plaît beaucoup, qui m'intéresse, que je tiens pour une figure emblématique de cette littérature marocaine dite de langue française, parce qu'il se ressource aussi à la culture amazigh, car tout en étant enraciné, cette culture, je dirais, se renouvelle sans cesse. La culture amazigh irrigue de son souffle le souffle poétique de Khayr-ed-Din. Il estime d'ailleurs à maintes occasions que l'écriture a pour mission fondamentale de promouvoir l'identité souterraine, l'identité artésienne, l'identité cachée sous des plis surimprimés et qui ressurgit à chaque fois renouvelée de sa longue germination dans le giron de la terre et de la culture. Alors, il était une fois un vieux couple heureux, le roman que j'évoquais tout à l'heure, qui a été publié en 1993 et qu'on a considéré comme étant le roman de l'apaisement, ne dit pas autre chose que ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il va proclamer haut la nécessité, bien sûr, de défendre les racines, de sauvegarder la mémoire et la culture. La langue amazigh est présente à travers, bien sûr, des mots, des expressions aussi que Khayr-ed-Din reverse, transvase un petit peu dans son texte pour justement souligner à sa façon l'importance que les racines représentent. C'est pourquoi les textes de Khayr-ed-Din sont hautement polyphoniques. Je disais il y a un instant, et je le pense vraiment, que la langue amazigh sous-tend bien sûr la langue de l'écriture, puisque ne serait-ce que parce que le conte, la légende sont présents en filigrane dans tout ce qu'il écrit. Donc cette espèce d'eau profonde, artésienne, qui nourrit l'écriture de Khayr-ed-Din. Alors l'entrée, je vais maintenant, si vous le voulez bien, vous faire voyager dans un autre univers, l'univers d'un autre écrivain marocain d'envergure. Je dois d'abord dire que l'entrée du roman marocain dans la troisième étape que rappelle Marc Gontard, c'est-à-dire l'étape de la postmodernité, se signale par beaucoup d'éléments, un usage de la réflexivité, un usage massif, je dirais même de la réflexivité, de l'autoréférence, la mise en œuvre de procédés qui tiennent de plusieurs genres, de l'hybridation formelle, la réécriture, le pastiche. Alors aujourd'hui, le contexte linguistique a beaucoup changé au Maroc. Tout le monde est d'accord pour pointer une régression du niveau et de la place du français au Maroc. Très peu de lecteurs, effectivement, s'intéressent à cette littérature produite en français. Mais assez paradoxalement, je tiens quand même à le signaler, le désir d'écrire dans cette langue est beaucoup plus présent, beaucoup plus important. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'écrivains de cette expression qu'il y a 40 ans. Alors, à partir des années 2000, le Maroc va connaître un certain nombre de changements importants, notables, notamment en matière de liberté. Je veux dire par là que ces changements entraîneront une sorte de libération de la parole, une sorte de tentative de reconquête de la parole personnelle. Alors, au niveau législatif, les lois ont été révisées, relativement révisées, ce qui donne plus de droits, bien sûr, aux citoyens, la femme notamment, qui jusque-là était la première victime des traditions patriarcales des années 50 et 60.
Alors, je dirais que il y a aussi, comme pour tous les contextes, un peu partout dans le monde, un vent de liberté nouveau qui va toucher également l'art et la littérature. Alors, des écrivains vont explorer d'autres thèmes, ils vont aborder d'autres sujets qui étaient jusqu'ici en quelque sorte taboués, frappés d'interdits, si vous voulez. J'en citerai l'homosexualité, l'intégrisme religieux ou encore la sexualité féminine. D'ailleurs, le critique littéraire, l'universitaire Khalid Zekri, a bien étudié dans ses travaux, dans ses ouvrages et ses articles, ces trois modalités, homosexuelle, carcérale et féminine, avec de jeunes écrivains qui semblent les incarner. Je citerai ici Abdelattaï, Rachid O, des écrivains talentueuses comme Souad Baïchar, Yasmine Chani, pour ne citer que celle-ci. Alors, de tous les romanciers de ces 20 dernières années, c'est Mohamed Nidali qui me paraît le plus assidu, le plus tenace, on va dire, le plus régulier, si vous voulez, le plus fidèle aussi aux caractéristiques esthétiques de ses premiers textes, avec une écriture réaliste, avec des romans aussi sculptés dans le marbre des réalités les plus dures. C'est à mes yeux donc un inconditionnel du roman qui se situe dans le sillage des écrivains marocains défendant jusqu'au bout leurs convictions, mais aussi leur vision de la vie, leur vision de la littérature, comme Mohamed Khaireddine, à qui je viens de consacrer la première moitié de mon intervention, mais aussi Mohamed Leftah, ou encore Kébir Mustafa Ami. Mais malgré la gravité des sujets que Mohamed Nidali, qui est natif de Tahinnaout, un village au pied du Grand Atlas, qu'il a rarement quitté, et que beaucoup de ses romans évoquent, traitent tous en rapport avec l'arriération, le mal, l'intégrisme religieux et ce qu'il comporte de chaos et de violence, l'inculture, la corruption qui gangrène la société, mais aussi les écarts sociaux, la misère qui nourrit la frustration sexuelle et qui ne sont au compte fait que les sujets de l'humaine condition. Alors son humour savoureux, son sens aussi du détail, sa passion et son goût pour les mots justes, pour les mots précis, émeuvent et régalent en même temps le lecteur, marocain et étranger. Alors je citerai de cet écrivain quelques textes très remarqués. Le premier, grâce à Jean de La Fontaine, le premier, pardon, c'est, si je ne m'abuse, Morceau de choix, 2003. Grâce à Jean de La Fontaine, 2004. La maison de Sissi, publié en 2010. Ou encore Triste jeunesse, écrit et publié en 2012. Alors ces romans, le dernier bien sûr c'est La bouteille au cafard qu'il a publié à Virgule Édition en 2019. Ces romans, je dirais, sont fidèles à des degrés différents bien sûr, au même thème qui gravitent autour de ce que j'ai appelé tout à l'heure les tares de la société, les tares des hommes aussi. Ce sont des romans
qui possède une certaine ambition représentative hein, de la complexité marocaine. Alors, il met tous en scène les changements que connaît la société marocaine, les mutations qui la travaillent, je dirais, en profondeur, la société marocaine qui est aux prises avec ses propres contradictions. Alors, le roman que Mohamed Nedali jette à cette société est un regard similaire à celui de Khaireddin, c'est-à-dire un regard sans concession, mais également sans espoir. Hein. Le lecteur marocain se sent d'ailleurs très proche de ces personnages, très proche des faits historiques dont l'histoire s'inspire en grande partie, mais je dirais que le lecteur étranger se sent aussi, je dirais, concerné, interpellé par cette fresque humaine que Mohamed Nedali décrit parfaitement bien. Cela fait bien sûr des œuvres de Nedali, des œuvres marocaines, mais aussi des œuvres universelles. Nedali habite la chair des mots, il va y aller, il va épuiser la force de raconter, la force de dire une société dans ses contradictions, empêtrée dans sa complexité. C'est un écrivain, romancier, qui a, à mon sens, une très bonne connaissance de l'homme marocain, hein, qu'il va examiner, observer, scruter à la loupe et décrire avec une précision inégalable, une précision chirurgicale. Il y va au scalpel, en s'abstenant bien sûr, comme seuls les grands écrivains savent le faire, en s'abstenant bien sûr de juger ou de prendre position pour ou contre. Alors jamais Mohamed Nedali ne juge, il se contente de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de faire son métier de romancier. Il pointe du doigt les dysfonctionnements, il montre les problèmes, les écarts, il dénonce l'aléatoire là où il existe, mais seulement en observant et en suivant l'évolution de personnages dont je dirais ceci, ils sont tous puisés dans le souvenir d'êtres et de choses vues et entendues et représentant toutes les couches de cette société déréglée, pour dire le Maroc d'aujourd'hui, ou devrais-je dire plutôt les Marocs d'aujourd'hui, hein, touchés par les mêmes mots, hein, les mêmes problèmes. Alors les romans de Mohamed Nedali ont une force de témoignage inégalable pour moi dans l'histoire du roman marocain, en tout cas le roman marocain écrit en français. Il nous propose une radiographie donc, de la société, une société un peu déréglée, déboussolée, et une culture en crise face aux nouvelles situations créées par les changements que le monde actuel connaît, par l'évolution effectivement donc, que les sociétés d'aujourd'hui connaissent. Alors cette radiographie de la société marocaine, je dirais dans toute sa complexité, elle va au-delà bien sûr des réalités marocaines, puisque je disais tout à l'heure que c'est de la condition humaine que les romans de Nedali nous parlent. D'autant plus que ces œuvres entretiennent, je dirais, comme les grandes œuvres, un dialogue à distance avec des œuvres universelles. De grands écrivains de la littérature universelle traversent en effet notre mémoire culturelle lorsqu'on lit Nedali. Moi, en tant que lecteur, donc je relève aisément
on va dire des affinités, hein, donc mais aussi au travers des allusions, hein, donc, à Dostoïevski, à Tolstoï, qui, soit dit en passant, a inspiré Combien de terre faut-il à l'homme de Martin Véron, hein, son propre texte aussi, Maître et serviteur, auquel on ne peut pas ne pas penser en lisant le dernier roman de Nibali, hein, La bouteille au cafard. Mais il y a aussi des auteurs comme Balzac, comme Zola, hein, pour ne citer que ceux-ci. Alors, Mohamed Nidali a en partage avec ces écrivains étrangers que je viens de citer rapidement l'expression d'un certain tragique, hein, qui pour moi avait jusqu'ici échappé à cette littérature marocaine de langue française, qu'il va alléger toutefois et subtilement grâce à un humour qui lui est particulier, un humour puisé à même la culture marocaine, mais aussi un art d'écrire, un art de décrire, fait de précision, de justesse aussi. Le romancier nous tient en haleine tout le long de ses romans, grâce justement à cette espèce d'alchimie qui entremêle merveilleusement et harmonieusement aussi humour, plaisir de lire, enseignement, vigilance, émotion. Cette veine réaliste, qu'un mélange harmonieux donc d'humour et d'ironie acerbe, caustique, ailleurs en quelque sorte, est très présente dans le dernier roman de Mohamed Nidali, La bouteille au cafard, qui se donne à lire, et c'est là où transparaît pour moi l'importance de la culture d'origine, de l'origine aussi. La bouteille au cafard se donne à lire effectivement comme un conte, avec un cadre spatial réel, un village reculé au pied du Haut Atlas, des repères socioculturels identifiables, des modes de vie, un climat, des rituels, des pratiques sociales. Et qui développe davantage, je dirais, la proximité et la complicité avec le lecteur qui se retrouve dans les personnages, l'ambiance décrite, les scènes dialogales. Le roman peut aussi très bien se lire comme une pièce de théâtre. Il faudra penser peut-être sérieusement à le mettre un jour en scène. Mais le roman, de par sa dimension morale aussi, s'inscrit dans l'universalité, car il met en scène l'homme aux prises avec la convoitise, avec l'avidité, à la merci aussi de l'aléatoire, de l'autorité, toutes les formes d'autorité. Alors Ahmed, le personnage principal de La bouteille au cafard, devient comme malgré lui prototype de l'homme écrasé par sa condition sociale, mené par la cupidité qui l'installe dans l'illusion de lui-même et dans les mirages. Mais une colère de romancier, sourd bien sûr derrière l'humour de ses romans, il témoigne du grand amour de l'écrivain pour la société qu'il croque. L'humour et l'ironie dont il use, c'est un peu l'art de tendre la perche à celui que l'on égare, hein, peut-il dire, bien sûr, avec Yankelevitch. Hein, la référence à Yankelevitch ici est claire, parce que c'est lui qui définit l'ironie ainsi comme l'art de tendre la perche à celui que l'on égare.
Je veux dire par là que Mohamed Nidali appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les tares et les dysfonctionnements. Et le spectre est bien évidemment large, aucune catégorie, aucune couche sociale, aucun corps de métier n'est épargné. Dans la bouteille au cafard, Mohamed Nidali sonde une panoplie de types. L'épicier, la femme au foyer, les agents d'autorité, le diplômé chômeur ou encore le taxieur, la prostituée escroc aussi. Alors de quoi parle la bouteille au cafard? C'est, pour faire vite, l'histoire d'un homme blasé, fatigué de l'apparence de vie qu'il mène, au pied du Haut Atlas, qui ne paye pas de mine, un village improbable de l'arrière-pays, sur une terre enclavée, au fin fond de l'oubli, et qui s'appelle Wirizen. Alors, on lit dans l'incipit d'ailleurs donc, du roman cette phrase qui en dit long, hein. Les jours s'y suivent et se ressemblent, plats et monotones, comme si le temps, lassé de s'y morfondre, y a suspendu son compte jusqu'à nouvel ordre. Ahmed, donc l'épicier, égrène effectivement dans une indifférence totale les jours et les nuits jusqu'au jour où, par hasard, il trouve un cafard dans une bouteille d'huile qu'il s'apprête à vendre à un client. Commence alors pour lui une espèce d'épopée dont l'avidité, la malhonnêteté, la naïveté constituent les ingrédients. Alors, au lieu de se faire rembourser par le fournisseur du village, Ahmed, sur les conseils de Hafid Amazouz, un diplômé chômeur, part négocier la bouteille au cafard contre une somme conséquente, directement auprès de la direction générale de la société Benna, dont le siège se trouve à Marrakech. À partir de ce moment, Ahmed, qui nage déjà dans le magot fantasmé, rêvant de quitter définitivement donc le trou, le village, de tourner le dos au maudit village et à la misère, pour s'installer pépère dans un quartier commerçant de Marrakech, va cumuler les unes après les autres les déceptions et les désillusions. Et il finit donc par retourner bredouille à son village. Le roman se lit aussi comme une suite d'intrigues invraisemblables, les unes autant que les autres, et dont le moteur, le lien, est justement cette bouteille au cafard qui circule d'une main dans une autre, en suscitant chez tous ces propriétaires provisoires cupidité, convoitise, pour le grand plaisir donc du lecteur qui jubile de ces scènes cocasses que Mohamed Nidali décrit avec brio et maestria. Alors, à travers ces deux exemples, je m'excuse si j'ai été long, ces deux exemples de romanciers marocains, le temps ne me permet pas d'en citer d'autres, nombreux et autrement intéressants. J'ai voulu, bien sûr, entre autres, dire l'importance grandissante des nouvelles écritures au Maroc, du Maroc, la richesse éblouissante dont elle regorge, mais également le voisinage intellectuel, littéraire, dans lequel ils se situent et qui fait de leurs œuvres des œuvres à la fois ancrées
hein, dans une culture et ouverte sur le monde. Les valeurs qu'elle proclame défendent bien sûr les valeurs qui tiennent à la fois du local et de l'universel, la liberté, la dignité, la responsabilité aussi, la tolérance, la pondération, la mesure. Elle préserve aussi de l'oubli des pans entiers de notre civilisation ancestrale. Bien sûr, la littérature ne peut pas empêcher les guerres, les souffrances. La littérature ne peut pas empêcher la haine. La littérature ne peut pas empêcher la maladie, la précarité, le processus d'incivilisation hein, qui pousse dans nos gorges, je dirais, mais elle est magique, ne serait-ce que parce qu'elle change, elle transmue l'absence en présence. Il est vrai effectivement que l'un des devoirs des hommes, des vivants, est de maintenir justement vive la présence des absents dans la mémoire et la vie de tous les jours. Mais de tous les moyens d'expression dont dispose l'homme, c'est le roman qui permet, de mon point de vue en tout cas, de conserver le peu qui reste de l'homme. Et Mohamed Khayr-el-Din et Mohamed Nedali savent très bien le faire. Voilà. Merci de votre attention. Merci Abdelkhalak, tu m'entends? Oui, là je t'entends, mais je ne te vois pas. Oui, bon, voilà, je pense que tu me vois Voilà. bon, à l'endroit où je suis. J'espère que je n'ai pas été coupé, parce que je n'ai pas eu Non, 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 le tu temps de n'as pas été vérifier. coupé. Tu n'as pas été coupé à l'endroit où je suis. La connexion n'est pas toujours parfaite, mais je crois que pour le moment, ça tient. Ça D'accord, tient et ça se maintient. très bien. Merci beaucoup pour ben, la présentation de ces deux romanciers. Euh, Tu nous donnes envie de relire Mohamed Khairdin, qu'on connaît, et on connaît la force de son écriture, la beauté, l'esthétique de son œuvre. On découvre Mohamed Nedali. Euh, je crois que tu as dit le plus important, c'est ce que la littérature, le roman est à l'homme, apporte à l'homme et à l'humanité, parce que la littérature, c'est une œuvre puissante et elle nourrit la personne, elle irrigue sa pensée et d'une certaine façon, on peut même dire qu'elle participe de son émancipation et de sa libération. Et lire, il Exactement. est important de le dire, permet de bien vieillir. Voilà. Ce que d'abord j'observe dans ta conférence, dans ta description, dans ton récit sur ces deux écrivains qui appartiennent à deux générations différentes, n'est-ce pas? C'est ça, Je, oui. je me précise, euh, et qui sont originaires de deux régions amazirs différentes, n'est-ce pas? C'est Il me ça. semble, en t'écoutant, que si Mohamed Khairdin est vraiment enraciné dans la culture amazigh, qu'il traduit dans son écriture ses romans, ses préoccupations, en t'écoutant, bien sûr, hein, je n'ai pas l'impression, le sentiment que ce soit le cas de Mohamed Nedali, qui lui est sur des préoccupations plus sociétales, plus universelles. Je ne dis pas que Khairdin n'a pas la dimension universelle, mais il paraît porter en lui très fortement cette identité et cette culture amazigh. Tu pourrais nous dire
cette observation est objective ou si elle ne l'est pas? Alors d'abord, pour commencer, je dirais rapidement, hein, donc je n'ai pas l'esprit d'à propos, hein, donc j'ai besoin de temps pour vraiment bien réfléchir ma réponse, mais T'embête, hein? je pense que le souci de l'un et de l'autre, a priori, est celui effectivement d'écrire à partir d'un imaginaire, n'est-ce pas? euh, en faisant revenir notamment les souvenirs, les sensations, les réminiscences, et de creuser justement donc ce local hein, jusqu'à ce qu'on émerge l'universel. Et c'est ce qui fait que, effectivement, ces deux auteurs, comme beaucoup d'autres, bien sûr, sont à la fois appréciés par les lecteurs marocains qui s'identifient à leurs univers et les lecteurs étrangers. Parce que ce qui est au cœur justement de leurs œuvres, c'est la condition humaine, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc, Mohamed Nidali, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, a toujours vécu dans le petit village de Tahnaout, qui est à quelques kilomètres de Marrakech. D'accord. Donc, il écrit principalement sur il fait, je dirais, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend autour de lui, de sa culture, de ce qu'il observe autour de lui aussi, la matière de ses livres, n'est-ce pas? Alors, quand il parle, par exemple, dans La bouteille au cafard, de ce personnage finalement très attachant de Ahmed, si vous voulez, donc il va en faire, sans le vouloir peut-être, le prototype de l'homme un petit peu victime de ses illusions. Voilà. Victime aussi de la cupidité, hein, pour dire que finalement, tous les hommes se ressemblent quand ils sont menés par la convoitise et la cupidité. Voilà. Alors, il me semble aussi que Mohamed Nedali est bien ancré dans sa culture. Seulement, les sujets qu'il traite dans ses textes sont aussi donc les sujets de l'humaine condition. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Très bien, Moustapha. très bien. Tu as répondu à la question tout simplement, c'est très bien. Euh, cette littérature, comment dirais-je, le roman, quelle est son économie aujourd'hui dans un pays comme le Maroc? Quelle est sa place? La littérature, Oui, 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 c'est un peu comme un peu partout, c'est peau de chagrin, la littérature. Donc les gens il y a une mainmise de l'image, comme dans toutes les sociétés d'aujourd'hui, une mainmise de l'image sur l'acquisition de la connaissance, du savoir. C'est ce qui fait que on néglige un petit peu le livre et forcément aussi donc la littérature. Donc il y a très peu de lecteurs, je dirais, pour cette littérature marocaine écrite en français, mais assez paradoxalement, il y a beaucoup plus d'écrivains, hein, je dirais, qu'auparavant, hein, que dans les années 50 ou 60, où les écrivains se comptaient sur les bouts donc des doigts. Aujourd'hui, il y a de nouvelles voix qui émergent, elles sont nombreuses, elles sont intéressantes, et elles prospectent, bien sûr, d'autres sujets, d'autres domaines. Voilà, donc c'est la littérature d'aujourd'hui, une littérature qui est particulièrement tournée vers l'introspection, tournée vers l'individualité, vers l'individu. Voilà. pour revenir à Mohamed Khairdine, Oui, quelle est la place qu'il occupe? Il est mort très jeune. oui, Euh, Son écriture, incontestablement, elle est d'une grande force, d'une grande beauté et elle est puissante. Quelle est sa place aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est étudié dans les lycées? Est-ce que ses romans continuent à se vendre? Est-ce qu'il y a des rencontres autour de son œuvre? d'accord.
Alors, rapidement, il y a un regain d'intérêt pour Khayr-Din, ne serait-ce que parce que son dernier roman, Il était une fois un vieux couple heureux, est au programme donc du lycée, hein, donc, du cycle secondaire. Mais si on accepte bien sûr les universitaires spécialistes de cette littérature qui continuent de s'intéresser à l'œuvre de Khayr-Din, on organise de moins en moins d'événements autour de l'œuvre de Khayr-Din. Il y a quelques universitaires qui programment les textes de Khayr-Din. Moi, personnellement, j'ai vécu une très belle expérience avec mes étudiants donc, de licence, à qui j'avais programmé 3 ans durant le journal posthume de Khayr-Din. On ne met pas en cage un oiseau pareil. Et avant moi, donc il y avait un collègue aujourd'hui à la retraite, Alors, un collègue rappelle-le aux personnes qui sont arrivées en cours de cette rencontre, de cet échange. Ce livre, il l'a écrit à la fin de ses jours, alors qu'il était malade. Alors, on l'appelle, on ne met pas en cage un oiseau pareil, on le qualifie de journal posthume, puisqu'il a été publié après la mort de Khayr-Din. Hein. Donc, Khayr-Din est mort en 1995 des suites d'un cancer, et ce journal, il l'a tenu pendant la période d'hospitalisation. Et malheureusement, voilà, donc la mort a fini par avoir le dernier mot, mais il nous a laissé bien sûr donc ce journal posthume qui est très précieux pour moi parce qu'il nous aide à nous faire une idée plus juste de Khayr-Din, hein, des caractéristiques de son travail, de sa pensée, de sa conception de la vie, de ce qu'il pense de la critique universitaire. Moi, je continue de penser que c'est un livre important pour celles et ceux qui veulent effectivement donc en savoir davantage sur cet auteur assez particulier, qui est donc Mohamed Khayr-Din. Je parle sous ton contrôle, tu es un spécialiste. Euh, euh, Quand je me remémore ce qu'il a écrit dans le livre Un vieux couple heureux, Oui, euh, c'est le titre, c'est il était une fois un vieux couple heureux. il me semble que dans ce livre, il était même prémonitoire puisque à la fois il montrait le monde amazir, le monde shleh, le monde du monde duquel il est issu, et en même temps il avait une opinion, une préoccupation majeure sur les mutations environnementales, sur les mutations écologiques, sur les dangers à venir en matière dans ces domaines de la déstructuration de la terre, de la forêt, au fait de ce qui constitue l'environnement traditionnel. Il me semble, selon mes souvenirs, qu'il avait Oui, mis oui, oui, c'est le ça. doigt sur ces grandes transformations et ces dangers. Est-ce que Exactement. Donc, bien sûr, il y a des réflexions qui jonchent un petit peu donc le texte. Il était une fois un vieux couple heureux, mais il y a aussi l'intérêt donc du personnage pour la nature. Donc il y a un souci écologique, mais il y a aussi une tentative d'attirer l'attention sur les dangers qui, je dirais, planent sur le monde. Donc, c'est des règlements qu'on connaît depuis pas mal de temps déjà. Donc, l'écrivain, de manière un petit peu anticipée, a su donc les pointer. Et c'est ce qui fait la valeur justement donc de la littérature. Donc, ces vérités un petit peu intuitives hein, qui sont présentes dans la fiction, qui nous renseignent bien sûr sur le devenir donc de l'être et le devenir du monde aussi. Très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes d'avoir suivi cette rencontre et qui finalement découvrent. Hein. Voilà, l'autre problème
auquel nous sommes confrontés, c'est la question de la diffusion des œuvres. D'une part, tu l'as bien dit, les gens lisent peut-être de moins en moins de romans, et d'autre part, comment faire connaître ces auteurs, ces romanciers, comment conduire les personnes qui s'intéressent à ces sociétés, notamment à Mazir, à devoir les lire. Quels sont les romans que tu conseillerais et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, il y a un vrai problème, effectivement, donc, de diffusion, surtout quand on est publié au Maroc, hein. J'ai fait tout à l'heure allusion donc, au dernier texte de Mohamed Nedali, la, la bouteille au cafard, qui, heureusement pour les lecteurs du monde entier, est publié au Maroc et en France. Donc, la bouteille au cafard. C'est chez Loeb, hein, chez Loeb en France et Virgule Édition donc au Maroc. Mais les livres ne circulent pas malheureusement, donc on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas un intérêt très fort pour le livre. Donc les lecteurs doivent quand même faire l'effort d'aller les chercher là où ils se trouvent. On peut les commander aussi, hein. La bouteille au cafard, il a été publié d'abord en France, chez Loeb, et puis donc il est sorti donc au Maroc quelques temps après, chez Virgule Édition. Alors, Mohamed Nedali, bien sûr, bon, est un auteur très connu, donc ses textes sont disponibles. Ils sont disponibles au Maroc et en France, parce que dès le départ, il a opté pour la coédition, ce qui n'est pas le cas malheureusement donc, des autres auteurs qui, soit par choix ou par obligation, publient uniquement donc, au Maroc. Donc, on demande, nous, à nos éditeurs, de faire l'effort de passer au format numérique pour justement permettre donc aux lecteurs donc des autres pays qui le souhaitent d'accéder donc aux publications donc marocaines. Voilà, je récupère le sang. Très bien, les gens sont très satisfaits, hein. Je te fais remonter les messages qui parviennent. Ils découvrent, donc c'est l'objectif au fait de cette université d'été, hein, D'accord. numérique. C'est une première pour nous et l'idée tout simplement c'est de faire découvrir le monde d'Amazir dans toute sa diversité, comment ce monde s'articule dans les sociétés ou les mondes dans lesquels il est inscrit comme communauté, comme individu et sur toutes les problématiques que nous portons, que nous vivons. Celle de la littérature, du roman, tu le sais, Abdelkhalak, que nous faisons un grand travail ici à Paris pour, Je sais. voilà, pour, Bravo à vous pour le voilà, travail énorme de promotion que vous faites. voilà, donc par l'organisation de salons du livre, par la mise en place des résidences d'écrivains, nous pensons que c'est essentiel et en tous les cas, on te remercie d'une part de participer à ce travail, à cette œuvre entre la France et, Avec plaisir. Oui. voilà, et le Maroc, et notamment la région où tu résides, la région du Souss, et par ailleurs amener, conduire nos concitoyens à lire et à découvrir. Est-ce que tu as un mot de la fin? C'est la règle. Bah, moi, je voudrais te réitérer mes remerciements hein, pour m'avoir convié à cette édition donc, de l'Université d'été à Mazir. Donc, j'ai été ravi de faire cette présentation rapide de deux écrivains. Je tiens pour deux figures emblématiques du paysage littéraire marocain francophone. Voilà, donc je souhaite plein succès donc, aux participants à cette université. Je voudrais aussi te dire publiquement que je salue donc le travail énorme que vous faites pour promouvoir la littérature, la culture amazigh.
Donc, j'ai été ravi de participer déjà à 2 salons du livre franco-berbère, le premier dans le 5e à Paris et le deuxième à Bobigny. J'ai été ravi donc de rencontrer des gens venus d'horizons différents, donc des penseurs, des poètes, des conteurs, des romanciers. Et j'espère avoir le plaisir, dans un avenir très proche, d'en rencontrer d'autres. Voilà. Et vive la littérature. Belle conclusion. Vive la littérature. Eh bien, on vous donne rendez-vous tout au long de la semaine à 19 heures pour d'autres rencontres aussi passionnantes. Merci à vous tous et bonne soirée ou alors bonne journée. Tout dépend de l'endroit où vous êtes puisque nous sommes suivis par... Merci. voilà. À très bientôt. À très bientôt. Merci.